Quand de grandes nations entrent en guerre, cela fait la une des journaux. Mais quand l'Amérique s'en va en guerre, la télévision américaine y va aussi. La guerre en Irak a duré officiellement 1 mois, mais elle a généré 20 000 heures de vidéos, c'est-à-dire plus de 3 ans de diffusion d'images en continu. Jamais dans l'histoire, la guerre n'a été montrée comme nous pouvons la voir aujourd'hui. Couverture en temps réel, gros plan du champ de bataille, en direct à la télé, 24 heures sur 24. Il y avait des caméras sur les toits, des caméras sur les tanks, sur les casques, des caméras partout, même dans les endroits les plus improbables. Et il y avait des journalistes avec les soldats qui transmettaient leurs images en direct. Et des échanges de tirs ont commencé entre les Marines américains et les combattants irakiens. Les forces américaines pénètrent maintenant dans le centre de Bagdad. Voilà à quoi ressemble un changement de régime. Tout cela pour nous permettre de voir enfin ce qu'est la guerre. Quel était le but de ce flot incessant d'images fragmentées? Et que pouvons-nous en retenir? Quand les bombes ont frappé Bagdad, la télévision choisit de nous le montrer comme un feu d'artifice. Et là, il va y avoir un grand boom. Mais cette image ne nous dit rien de ce qui se passe au sol, là où les bombes explosent. La télévision peut tout nous montrer. Mieux qu'aucun autre média, elle peut nous faire partager la guerre et ses horreurs. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'une guerre menée par les États-Unis, les corps et le sang ont disparu de nos petits écrans. Cela n'a pas toujours été comme cela. Au début de la télévision, il y a eu une autre guerre. Good morning, Vietnam! Le Vietnam est un mot qui hante la conscience américaine. La guerre du Vietnam est la première guerre que l'Amérique a perdue, mais elle a aussi perdu sur son propre sol la bataille de l'opinion publique. Et le Vietnam est la première guerre à la télévision. Pour la première fois, la guerre est présente chaque soir, à l'heure du dîner, dans les 85% des foyers américains équipés de téléviseurs. Grâce à la guerre du Vietnam, la télévision a supplanté la presse et la radio comme source d'information. En 1963, alors que la guerre du Vietnam commence à faire la une des journaux, le premier long journal télévisé est créé sur CBS, présenté par Walter Cronkite. Bonsoir, en direct de la rédaction de CBS News à New York pour la première diffusion de la demi-heure quotidienne d'information sur une chaîne de télévision. Le présentateur vedette est né. Un visage, une voix, une présence familière qui donne de l'unité à l'émission et en fait un rendez-vous quotidien. Mais il faut de l'image fraîche. Des équipes de reportage sont envoyées sur le terrain pour ramener les sujets dont le JT a besoin. Et le Vietnam est le terrain idéal. L'armée accueille à bras ouverts ces jeunes journalistes et leurs caméras. Ils ne pouvaient être là que pour montrer au monde la puissance américaine. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Morley Safer était l'un de ces pionniers. J'ai voyagé à travers tout le Vietnam.
de la zone démilitarisée au delta du Mékong, établissant des contacts, rencontrant des commandants, essayant de connaître les différentes unités. En fait, je pouvais aller sur le terrain d'atterrissage d'un hélicoptère ou sur une base et décider de me rendre dans n'importe quelle partie du pays. J'ai vu qu'un tir d'artillerie avait touché nos troupes. La compagnie qui assurait le flanc droit, quelque part par là. Nous nous rapprochons maintenant pour voir combien ont été atteints et s'ils sont gravement blessés. Ce que nous essayions de faire, c'était d'y aller, de trouver l'histoire, de la construire, de la filmer, de la monter, peu importe comment. Le gamin dans le cratère a été victime d'un tir ami, un tir qui a manqué sa cible. Capitaine, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Vraiment, je ne sais pas. Les gens sur notre flanc droit étaient en train d'ajuster leur 81 et le tir est parti. Je ne savais même pas qu'ils étaient en train de tirer. Vous faites de votre mieux pour le remettre dans son contexte. Parfois, cet échange de tirs n'est rien d'autre qu'une escarmouche. Et d'autres fois, ça annonce une plus grande offensive. Vous ne pouviez pas transmettre votre film. Vous ne pouviez pas obtenir une connexion avec New York pour le diffuser, ça n'existait pas. Donc, ça nous donnait du temps pour réfléchir. Et je pense que c'était bien utile. Je pense que ce délai, ce soubresaut dans le bon déroulement de l'opération, était d'une grande importance pour nos reporters, ainsi que pour le public qui attendait cette information. Chaque jour, au Vietnam, une quarantaine d'équipes de tournage suivent les opérations militaires. L'armée facilite leur travail. Ils peuvent tout filmer. Et c'est ce que les chaînes de télévision leur demandent. Ramenez-nous du réel pris sur le vif. There was at that time a very strong sense that it was. Il y avait à cette époque un sentiment très fort quant à la responsabilité du gouvernement, des militaires, de permettre l'accès aux opérations menées par les troupes américaines. Et je pense que du point de vue du Pentagone, du point de vue des militaires, l'idée était plutôt de laisser les gens voir comment, enfin, ce que les gars accomplissaient. Permettre aux gens de voir comment les dollars du contribuable étaient dépensés sur cette guerre. Avant la télévision, c'était au cinéma que l'on pouvait voir chaque semaine les actualités filmées. Plans larges d'avions et de bateaux, accompagnés de commentaires patriotiques et de musique martiale, pour donner l'impression d'un pouvoir invincible. Pas de gros plans, pas de son synchrone, pas de prise de parole. C'était la guerre vue de loin comme une mise en scène spectaculaire et rassurante. Au même moment, la télévision offrait une autre image de la guerre. La guerre du Vietnam est une guerre de guérilla entre petites unités faites de patrouilles et d'embuscades, et les journalistes partagent les mêmes risques que les combattants. Avec leurs caméras légères et leurs magnétophones portables et synchrones, ils filment la guerre du point de vue des soldats. Come on, Sergeant Havard, you're overdue. Pour la première fois, le soldat du rang peut prendre la parole.
Qu'arrive-t-il dès que l'Amérique entre en guerre, ou qu'un pays part en guerre, la Grande-Bretagne, la France, peu importe lequel? Ce n'est plus une histoire qui a lieu à l'étranger, ça devient une histoire nationale. Et donc, ce sont vos gars. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est our boys. As-tu peur? Un peu. Un peu ou plus? Eh bien, quand les premiers tirs commencent, on a vraiment peur, vous savez. Maintenant qu'on est un peu à couvert, on commence à y réfléchir. On se calme un peu, mais je suis content de ne pas être sur la ligne de front. As-tu peur? Oui, j'ai peur. Tout le monde ici a peur. N'importe quelle guerre est dure quand il y a des morts. La guerre, c'est la guerre, hein. Sur les images, ces simples soldats ont remplacé les généraux pour rendre compte de la guerre. Les reportages ne relatent plus de grandes manœuvres abstraites, mais le quotidien vécu par les hommes. Et pour les journalistes, les soldats sont devenus les personnages de la tragédie quotidienne de la guerre. Okay, we need to push on down about 200 and then we'll come back. Journalistes et soldats avaient grandi avec les films d'Hollywood sur la Seconde Guerre mondiale, qui racontaient des histoires de héros. Ils refont ces films, mais ce n'est plus de la fiction. Et il y a un nouveau témoin pour certifier l'authenticité des situations. Le reporter de guerre, lui aussi exposé au tir. On dirait qu'on est coincé par les snipers. Un ou peut-être deux blindés qui nous précédaient ont explosé. Celui qui est derrière nous transporte un soldat décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On est arrivé ce matin. Ils ont dit qu'ils avaient un camp ici. Donc nous sommes arrivés avec ce convoi. On l'a conduit en plein dedans. On est sortis et c'est là que la fusillade a commencé. Faites bien attention à vous. Quelques secondes plus tard, le soldat est mort, déchiqueté par l'explosion du blindé. Si le rôle du reporter est de tout nous montrer de la guerre, il ne peut nous épargner la vision des corps meurtris. Si les boys ne sont plus anonymes au combat, ils ne le sont pas non plus lorsqu'ils sont tués ou blessés. Les Américains assistent donc au triste défilé de leurs enfants sacrifiés. Personne n'avait jamais vu la guerre comme cela. Je pense qu'on doit rester tout le temps vigilant. Il n'est bien sûr pas question que l'on montre les visages des Américains blessés ou tués ou qui que ce soit. Vous ne voulez pas que les familles découvrent, fassent cette horrible découverte pendant qu'ils regardent leur écran de télévision. Donc, on doit être très très prudent à ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne doive pas montrer les atrocités de la guerre. Mais je pense qu'il y a une limite en termes d'atrocités qu'on peut dévoiler. Je ne montrerai pas un corps décapité, que ce soit de quelqu'un de notre bord ou un ennemi. How steep the price in every war. It is the risk of death which sets apart the world of these men who are our soldiers.
Ces images de soldats morts obligent les téléspectateurs à évaluer le coût et les conséquences de la guerre. Mais ce ne sont pas des images anti-guerre. Les Boys sont toujours présentés comme des héros. Et ces images de soldats tués hantent la mémoire américaine. Ces premières photos de cadavres sur un champ de bataille ont été prises par Matthew Brady pendant la guerre civile américaine dans les années 1860. Par principe, la guerre est faite pour tuer des soldats. Ces images ne devraient donc pas nous surprendre. Mais 140 ans plus tard, elles restent choquantes. Montrent-elles des vies sacrifiées pour la victoire ou révèlent-elles un immense gâchis ? La seule réponse réside dans l'évaluation de telle ou telle guerre. S'agit-il d'une guerre nécessaire qui justifie les sacrifices ou d'une guerre injustifiable ? Quand vous êtes confronté à la nécessité de filmer la mort et la destruction, vous êtes conscient de votre responsabilité de manière aiguë. Parce que c'est déplaisant, c'est dangereux, vous ressentez de l'empathie pour les gens qui sont victimes de ce malheur. Mais c'est votre travail. Et vous êtes souvent la seule personne à des milliers de kilomètres et vous devez faire ce travail. Vous ne pouvez pas vous dérober. Le journaliste est notre témoin, peut-il aussi être notre conscience ? Le 3 août 1965, au Vietnam, Morley Safer a choisi de ne pas se dérober. Nous sommes aux abords du village de Cam Ranh avec des membres du 1er escadron des 9e Marines. Nous allions entrer dans le village lorsque... Vous pouvez entendre ce qui s'est passé. Voici ce qu'est la guerre au Vietnam. Ce jour-là, Morley Safer a pris position avec la caméra. Les vieux et les très jeunes. Les Marines ont brûlé la hutte de ce couple âgé, car les tirs venaient de là. Maintenant, quand vous entrez dans le village, vous ne voyez aucun jeune. Suivez-moi. Les gens qui restent sont comme cette femme, très vieux. Il est apparu dans un premier temps que les Marines ont essuyé des tirs de sniper et se sont ensuite vengés en s'en prenant à quelques maisons. Avec Cam Ranh, le reportage de guerre prend une nouvelle direction, tant politique qu'esthétique. S'il y a eu des Viet Cong dans le village, ils sont partis depuis longtemps. Pas de gros plans de soldats américains, ils ne sont plus des héros. Ils sont filmés de loin, de dos. Le drame des paysans remplit l'écran. Pour la première fois, c'est le point de vue des Vietnamiens qui est mis en avant. Cam Ranh was a slap in the face, I guess, to a lot of people. Je suppose que Cam Ranh était un camouflet pour beaucoup de gens. J'ai essayé, dans ce reportage, de dévoiler la nature de cette guerre et les frustrations qu'elle engendrait. J'ai aussi essayé de montrer un peu le peuple vietnamien. On pense rarement à l'humain dans un contexte de guerre, et encore moins ici, au Vietnam. L'intérêt se portait sur la guerre du Vietnam, et très peu sur le Vietnam à proprement parler. L'opération du jour révèle un peu de la frustration du Vietnam. Il y a peu de doute que la puissance de feu américaine puisse ici assurer la victoire. Mais pour le paysan vietnamien, pour qui sa maison est le fruit de toute une vie de dur labeur, il faudra plus que des promesses d'un président pour le convaincre que nous sommes de son côté. Morley Safer, CBS News, aux environs du village de Cam Ranh. Plus de 30 millions d'Américains voient ce reportage, dont le président Johnson. Furieux, il téléphone en pleine nuit à Fred Friendly, le président de CBS News. «
Vos gars viennent de chier sur le drapeau américain. Il donne l'ordre au département de la Défense de contrôler chaque soir le journal télévisé. J'étais accusé d'avoir construit l'histoire de toute pièce. Cela n'avait pas eu lieu, j'avais tout imaginé. J'aurais demandé aux Marines d'entrer dans un village qu'ils utilisaient pour leurs entraînements et de prétendre qu'ils brûlaient et détruisaient un hameau. Un véritable hameau. Le département de la Défense s'est plaint de Morley Safer, comme quoi il était canadien et que son caméraman était vietnamien. Fred Friendly écrivit une lettre disant que ce qui s'était passé dans ce village était absolument véridique. Il n'y avait jamais eu de trucage, rien d'erroné dans tout cela, et que ces gens avaient rapporté précisément ce qui s'était passé. Le 16 août 1965, 2 semaines après Camp Knee, CBS News organise une confrontation au Pentagone. Les généraux Taylor et Wheeler attaquent les journalistes devant les caméras. Le public américain peut ainsi entendre des versions contradictoires des événements de Camp Knee. L'incendie de Camp Knee en présence des Marines est assurément, que ce soit justifié ou pas du point de vue militaire, comment pourrait-on gagner la confiance de ces gens si ce genre de choses se poursuit? Peu importe si c'était d'un intérêt militaire ou un fâcheux accident. En premier lieu, je ne crois pas que ce village ait été délibérément incendié. Il y avait quelques 51 bâtiments détruits dans le village de Camp Knee. 50 d'entre eux ont été détruits par les tirs à terre. Les balles traçantes, les grenades et autres ont déclenché des incendies. Nous ne pouvons pas aller au bout de ce sujet. CBS ne nous a pas autorisé à reproduire les dernières 20 secondes de cette émission diffusée il y a 40 ans. Que veut-on nous cacher? Les responsables de CBS s'appuient sur le reportage de Safer pour contredire la version du Pentagone. Le général en chef américain leur répond « Cela ne correspond pas aux informations que je détiens, un point c'est tout ». Il y a 40 ans, la télévision osait défier le pouvoir. Est-ce pour cela que l'on nous refuse aujourd'hui le droit de diffuser ces images? Après le reportage de Safer à Camp Knee, une évidence s'est imposée. Il y a des Vietnamiens au Vietnam. Et ils subissent les bombardements américains depuis 4 ans. Dans un autre reportage de CBS, qui nous a également été refusé, le journaliste Bernard Kalb se demande si ce n'est pas cette violence qui a transformé les paysans en combattants Viet Cong et qui rend si difficile l'identification de l'ennemi. Est-ce cet homme-là ou celui-ci? L'ennemi est-il invisible? Il l'est en tout cas pour les caméras américaines. Mais elles ne sont pas les seules au travail. Celle-là est française et filme du côté Viet Cong. Est-ce que vous pouvez adresser quelques mots pour le peuple français, le peuple en Europe et en Amérique, à quel sujet de cette guerre? Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous suppléterons. C'est le cinéaste Roger Pic et un journaliste australien qui font cette interview exclusive d'Ho Chi Minh. Wilfrid Borchett, malgré sa tunique noire de guerriero, ne passera certainement pas pour un Vietnamien. Surtout quand la conscience professionnelle lui fait enregistrer ses impressions en pleine vitesse. Leur documentaire est diffusé par 5 colonnes à la une. De 1964 à 1974, Pic et Burchett filment l'autre côté de la guerre en travaillant avec des caméramans vietnamiens. Sans électricité, avec ce matériel qui semble récupéré de l'atelier de Méliès, c'est le laboratoire du service cinématographique du Front National de Libération. Les caméramans vietnamiens Nguyen Yen, Tep Hong et Doan Koc
ont, sous la direction du journaliste australien Wilfred Burchett, réalisé ce reportage filmé. Dans les campagnes, la double appartenance est encore plus sensible. Paysan-soldat ou soldat-paysan, l'essentiel est de tenir, d'assurer les récoltes, la subsistance même du pays et d'intervenir immédiatement dans la défense locale. Armes à l'épaule, autant de fusils que de paysans. Cela fait une force de feu avec laquelle les pilotes américains ne pensaient pas devoir compter. Peake et Burchett rendent compte de l'inventivité de la résistance vietnamienne et de la solidarité populaire face à la machine de guerre américaine. Les alertes sont fréquentes. Mai Bai, traduction vietnamienne d'avion, et le cri d'alerte trop quotidiennement répété. Tout ce qui veut survivre s'enterre. Crèches souterraines, les jardinières d'enfants ont elles aussi de curieux systèmes d'évacuation. Voici les toutes premières images. Des quartiers entiers, composés de maisons basses, étaient entièrement soufflés par le feu. Malgré les informations transmises par le correspondant permanent de l'agence France-Presse à Hanoï, Washington ne reconnut les faits qu'après plusieurs démentis. Ces images, cette vision de la guerre, le public américain ne les a jamais vues. Mais le correspondant de CBS à Paris, Charles Collingwood, voit ces reportages. En 1968, il prend le risque de collaborer avec Peake et Burchett pour réaliser à Hanoï le premier reportage de la télévision américaine du côté de l'ennemi. Roger Peake tenait la caméra, mais nous ne pouvons pas montrer ces images. CBS nous interdit de diffuser des extraits de ce reportage qui à l'époque a fait événement. Nous avons retrouvé des photos de tournage prises au village de Kownou où des bombes américaines avaient fait 31 victimes, des enfants pour la plupart. Collingwood laisse le temps à une paysanne, Madame Ho, de raconter son histoire. « Mon mari était blessé, dit-elle. Et je suis parti à la recherche de mes 3 enfants avec d'autres villageois. Nous en avons retrouvé 2 qui étaient morts. Mais je ne retrouvais pas mon 3e. Je n'ai retrouvé qu'un morceau de son corps. Pendant cette attaque, 3 de mes enfants ont été tués. Ils avaient 11, 7 et 5 ans. Nous n'oublierons jamais cette souffrance, ce crime dont notre famille a été victime. Nous vous remercions d'être venus manifester votre soutien à notre famille. » À partir de la grande quantité de films que Roger Peake a tournés, Collingwood a montré ce que ressentait le vrai reporter quand il fallait qu'il raconte au public américain, son audience, ce qui se passait au Nord-Vietnam, leur dévouement, les conséquences du bombardement, les effets du bombardement. Il témoignait depuis Hanoï, un témoignage personnel et sans propagande. Pour la première fois, les téléspectateurs américains découvrent les conséquences des bombardements.
Washington essayait constamment de nous faire rejoindre l'équipe et devenir un élément de la machine de propagande. Mais nous avons toujours résisté. Et si vous lisez les scripts, vous verrez que Collingwood prédisait la durée de la guerre, combien de vies allaient être sacrifiées, le fait qu'il n'y avait aucune politique et aucun moyen d'en sortir. La télévision a une fois encore contredit la version officielle. Charles Collingwood est accusé d'avoir fait de la propagande communiste. Parfois, les militaires oublient ce qu'est le véritable patriotisme. Il ne s'agit pas d'agiter le drapeau, c'est autre chose. C'est s'interroger, c'est exercer tous ces droits démocratiques qui nous sont si chers. Et on ne peut pas être sélectif quand il s'agit de ces droits. Vous les acceptez tous ou vous n'en acceptez aucun? Le président Johnson paye de sa personne pour faire passer son message. La victoire est proche. Il mobilise les chefs militaires pour mener sa contre-attaque sur toutes les chaînes de télévision. Nous pensons que, du point de vue militaire, il y a eu des progrès substantiels durant ces 2 dernières années. Les 6 derniers mois, le progrès a été encore plus rapide que pendant les 18 mois qui ont précédé. Quel est votre sentiment, général? Très encourageant. Je n'ai jamais été plus encouragé pendant mes 4 années dans ce pays. Nous progressons. Nous sommes satisfaits des résultats qui nous parviennent. Mais les faits contredisent Johnson. En janvier 1968, les Viet Cong lancent une offensive générale qui prend les Américains au dépourvu. Qu'est-ce qu'il a, des armes légères? Des armes légères, automatiques, des lance-grenades, tout. Vous avez perdu des hommes ici? J'ai 6 blessés. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tout ça? Essayez de savoir où ils sont, c'est le pire. Ils peuvent être partout, dans les égouts, dans les caniveaux, partout. Ils peuvent être n'importe où. On souhaite juste d'être encore en vie le jour suivant. On veut tous revenir chez nous et faire nos études, voilà. Vous avez perdu des amis? Pas mal, j'en ai perdu un l'autre jour. Tout ça en peste. Ne vous y trompez pas. Je ne veux qu'aucun homme ici ne reparte chez lui en pensant autrement. Nous allons gagner. Mais les caméras sont là quand l'ambassade américaine à Saïgon est prise et occupée pendant 7 heures. L'optimisme officiel est battu en brèche. La situation est tellement grave que le présentateur vedette de CBS, Walter Cronkite, quitte New York et son studio pour se rendre au Vietnam. Cronkite est parti au Vietnam pendant l'offensive du Tet. Et il a compris le premier à quel point l'offensive des Nord-Vietnamiens était puissante, qu'il pouvait garder le contrôle de la cité de Hue sous un feu nourri, tenant les Marines coincés là-haut. Il a compris qu'il n'y avait pas d'issue militaire à cette guerre. Dire que nous sommes proches de la victoire, c'est croire ce que nous disent les optimistes, qui se sont souvent trompés dans le passé. Suggérer que nous sommes au bord de la défaite, c'est faire preuve d'un pessimisme déraisonnable. Dire que nous sommes dans l'impasse est la seule conclusion réaliste, bien que peu satisfaisante. Il ne faisait pas simplement un reportage, il faisait son éditorial. C'était réellement en contradiction avec la politique de CBS, mais ça avait réussi à passer. Et quand le président Johnson a vu le programme, il a dit « Si nous avons perdu Cronkite, nous avons perdu le peuple américain ». Le reportage de Cronkite est vu par plus de 30 millions d'Américains. Mais Johnson a déjà perdu le soutien de l'Amérique. La télévision va montrer l'image d'une Amérique divisée. Je ne souhaite pas, ni n'accepterai d'être nommé par mon parti pour un nouveau mandat en tant que président. Une image
image va devenir le symbole du refus d'une guerre devenue injustifiable. L'exécution de sang-froid d'un prisonnier Viet Cong par le chef de la police de Saïgon est reçue par les Américains comme un électrochoc. Pour augmenter encore son impact, NBC rajoute pour la diffuser le son d'un coup de feu. L'image de la guerre était devenue une image anti-guerre. Nixon arrive au pouvoir en 1969. Il commence lentement à retirer ses troupes. Les reporters quittent eux aussi le théâtre des opérations devenues inaccessibles. Ce sont maintenant les bombardiers qui prennent la guerre en charge pour tenter d'abattre la résistance vietnamienne. 7 millions de tonnes de bombes sont déversées sur le pays. 3 fois plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces images, prises par l'armée, ne sont pas diffusées à la télévision. Plus d'images de combat, plus de corps sans vie, plus de victimes civiles. La réalité de la guerre disparaît des écrans de télévision. Cette stratégie ne permet pas de gagner la guerre, mais elle se révélera utile ultérieurement. Pas de corps, pas de morts, pas d'informations. We are conducting limited duration protective reaction airstrikes. Maybe you can answer my question. I have nothing further to add to the statement that's been read. I repeat, I have no comment. Why can't you comment? Mais les caméras sont à Saïgon en 1975, au dernier jour de cette guerre américaine. Habituellement, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais pour la première fois, les Américains sont vaincus. Et toutes ces images racontent l'histoire de leur défaite. Ni le gouvernement, ni l'armée ne pardonneront jamais à la télévision de les avoir montrées au monde entier. La guerre était finie, mais pas les règlements de compte. Dans les années 80, sous la présidence de Reagan, une lecture révisionniste de la guerre du Vietnam impute à la télévision la responsabilité de la défaite. En 1981, j'ai publié un article intitulé « Comment perdre une guerre ». J'ai écrit sur le Vietnam et j'ai dit, pour la première fois dans l'histoire, que l'issue d'un conflit majeur n'était déterminée ni sur un champ de bataille, ni par des négociations, mais par la presse écrite et la télévision. La presse aussi doit revoir son rôle en tant que force sociale, ajustant sa liberté avec un sens de responsabilité. C'est seulement en affrontant ce défi que nous paierons entièrement nos dettes à ceux qui sont morts pour nous au Vietnam. Je suis Charles Toleston. Quand une guerre se passe mal, l'histoire a montré que l'on recherche des boucs émissaires. Et pour certaines personnes, y compris celles haut placées, le bouc émissaire de choix pour le Vietnam était la presse, et tout particulièrement la télévision. Ceci dit, les militaires américains eux-mêmes ont conclu, après une longue étude, que la défaite au Vietnam était due à un défaut de stratégie, et surtout à l'absence d'une bonne stratégie. Ce n'était pas la couverture de la presse ou de la télévision qui a causé la défaite au Vietnam. C'était la conclusion des militaires américains eux-mêmes. Concernant le Vietnam, l'inconscient collectif et l'opinion publique américaine furent extrêmement marqués par le retour chez lui du petit Johnny dans un cercueil enveloppé dans le drapeau américain. L'opinion publique américaine a réellement basculé à ce moment-là, quand Jimmy, qui était un pilier de son équipe de foot ou de basket, est rentré chez lui sans jambes ou aveugle. Le Pentagone a dit jamais plus, nous ne donnerons aux journalistes et aux journalistes de télévision le même accès que ce qu'ils ont pu connaître au Vietnam. Nous avons connu Grenade, tempête du désert, le Nicaragua, et nous étions exclus de chacune de ces guerres. Je veux dire, nous étions à la porte,
À tel point que lorsque des gens disaient qu'ils allaient affréter des avions pour Grenade, ils ont dit « Nous vous abattrons ». 8 ans après le Vietnam, l'Amérique repart en guerre dans les Caraïbes cette fois. Un coup d'État communiste a eu lieu dans la minuscule île de la Grenade et des Américains y seraient en danger. L'invasion est filmée exclusivement par les caméras de l'armée, car les journalistes ont été interdits de séjour sur l'île. 27 octobre 1983. Vous êtes sur ABC. Voici les nouvelles du soir avec Peter Jennings, en direct ce soir de Washington. Bonsoir. Alors que les combats se poursuivent sur l'île de Grenade, ici à Washington, l'administration affirme que les combats sont dans leur phase finale. Voici quelques-uns des prisonniers cubains que les forces américaines ont capturés. Toutes les images diffusées sur les chaînes de télévision pendant cette guerre de 4 jours sont fabriquées par l'armée américaine. Les sources militaires américaines disent qu'ils étaient stupéfaits par la teneur et la force de la présence militaire cubaine qu'ils ont rencontrée à la Grenade. Nous avons mené un raid aérien et sauvé 233 Américains qui étaient de l'autre côté de l'île. Mais il y avait un journaliste sur l'île. Le reporter français Michel Parbeau était arrivé un jour avant les Américains. C'était la merde autour de l'aéroport hier. Ce qu'il a filmé n'a jamais été diffusé pendant l'invasion. On a perdu quelques types. C'est le bordel. La population civile a l'air de nous vouloir ici. Ils viennent ici avec du coca, de la vodka, du rhum, et la nuit, ils nous tirent dessus. Je ne suis même pas sûr de savoir pourquoi on est là. Merde. Et là, cachés dans l'herbe, nous assistons à un spectacle étrange, plus proche des rites expiatoires que des habitudes de l'armée la mieux organisée du monde. Pendant ce temps-là, d'autres rangers continuent leur progression. Ils sont passés près de moi sans s'étonner de ma présence, bien que le Pentagone n'ait pas encore permis officiellement l'arrivée des journalistes. Dans la machine de guerre américaine, la communication n'a pas l'air de circuler toujours parfaitement. Quand il est enfin diffusé, le reportage de Parbeau met en évidence les mensonges de la version du Pentagone, prise pour argent comptant par toutes les télévisions. NBC a obtenu les premières images non censurées de l'invasion américaine de la Grenade. Elles ont été filmées par un caméraman de l'agence française Sigma, qui est arrivé à la Grenade lundi, la veille de l'invasion américaine. Les accrochages entre services de presse et officiels de Washington à propos de la censure dans le cadre de l'invasion de la Grenade se sont poursuivis aujourd'hui. Les 29 et 30 octobre, tandis que les reporters ont participé aux visites guidées de la Grenade, la Maison-Blanche a répondu aux accusations portant sur ses précédents rapports où elle affirmait qu'il n'y avait pas de décès à déplorer parmi les civils et minimisait le rôle joué par les Cubains à la Grenade. Les journalistes protestent contre la censure, mais il est trop tard. En acceptant de diffuser les reportages faits par les militaires, les télévisions ont abdiqué. Et en plus, elles laissent Reagan avoir le dernier mot. On nous avait dit que la Grenade était un paradis accueillant pour les touristes. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait d'une colonie soviétique organisée en camp militaire qui se préparait à propager la terreur et qui menaçait la démocratie. Nous y sommes allés à temps. Je ne me plains pas du fait que le gouvernement essaie de donner une bonne image de la guerre. Je ne me plains pas du fait que les militaires essaient de donner une bonne image de la guerre. Venant de leur part, je m'y attendais. Mais j'espère et j'attends d'eux qu'ils assument leur politique et qu'ils fassent appel à des témoins indépendants et neutres pour confirmer ou vérifier leur version, ou encore soulever les questions appropriées. Et si l'on affirme qu'ils ne disent pas la vérité, encore faut-il avoir la possibilité d'en apporter les preuves. Bien, je pense que c'est un penchant naturel de l'administration, et tout particulièrement des instances dirigeantes militaires, que de vouloir garder la main mise sur autant d'événements que possible. Mon Dieu, on ne part pas en guerre si on n'a pas une maîtrise absolue de son environnement. Si on ne dispose pas de cette maîtrise, on va au casse-pipe.
La presse est un élément crucial lorsqu'on est en guerre. Dans une démocratie, la presse et les instances au pouvoir savent que le grand public exige d'être informé de l'évolution de la guerre, des victoires et des défaites. Et c'est justement cette maîtrise de l'environnement que les instances dirigeantes militaires n'ont pas réussi à atteindre totalement. La grenade est une guerre sans enjeu. Mais les militaires ont compris qu'une censure bête et brutale pouvait se retourner contre eux et qu'il était dangereux de vouloir écarter les journalistes. Le Pentagone a alors inventé un nouveau concept, le pool. Ça ressemble à la guerre, mais ça n'en est pas une. C'est un entraînement pour les journalistes dans le désert d'Arabie Saoudite avant la guerre du Golfe. Ok, fais-moi savoir quand tu tires pour que je place les photographes. Voilà comment cela marche. Pour faire partie du pool, les journalistes doivent en faire la demande au Pentagone. Ils sont organisés en petits groupes. Ils se déplacent toujours accompagnés pour filmer ce que les militaires veulent bien leur montrer. La grande équipe des relations publiques de l'armée contrôle tout. Aucun journaliste ne peut choisir un autre sujet que le thème imposé. Toutes les images sont mises en commun. C'est ainsi que les mêmes séquences se retrouvent sur toutes les télévisions du monde entier. Vous savez, tout le monde essaie de travailler le mieux possible pour que les règles de base soient respectées. Que personne ne dise quelque chose qui embarrasserait l'Amérique ou leurs unités. Ce n'est en aucun cas pour que le flot d'informations vers le public ou les médias soit stoppé. Il s'agit juste de gens essayant de faire leur travail. Mais si l'armée a fait son boulot, les journalistes pouvaient-ils faire le leur ? Si vous commencez à préparer l'offensive, est-ce que les civils sont censés rester sur le terrain avec vous? Selon ceux à qui j'ai parlé, eh bien... Attends une minute, tu vas en parler? Viens par ici. Je reste là. Ce que je veux dire, c'est que si vous nous interrompez pendant une interview parce que la question vous déplaît... Je ne connaissais pas votre question. Voilà ce que j'essaie simplement de vous dire. J'essaie de vous dire que je ne sais pas ce qui me déplaît dans votre question. Je dis juste que vous êtes en train de spéculer. Normalement, nous ne spéculons pas sur les choses que nous ne connaissons pas vraiment. Nous n'avons donc pas de réponse à votre question. Ce n'est pas comme au Vietnam où vous pouviez conduire dans une rue ou sauter dans un hélicoptère et vous satisfaire de ce que vous trouviez en chemin. Vous pouvez seulement rejoindre une unité avec les officiers d'information. Ça doit être arrangé à l'avance, ça doit être approuvé. Ils sont toujours là quand vous faites vos interviews, une situation sous haute surveillance très frustrante. Les médias, y compris les chaînes, ont contesté les restrictions du Pentagone et ce que celle-ci pourrait entraîner. Si on en arrive à la guerre, elle sera très différente de celle du Vietnam, tant au niveau des combats qu'au niveau des reportages la concernant. Si une action militaire est requise, ce ne sera pas un autre Vietnam. En janvier 1991, la machine de guerre est prête. À l'arrière, 1500 journalistes rejoignent leur pool. Et que vont-ils pouvoir filmer? L'inexorable progression des tanks dans le désert. Les lance-roquettes tirant sur des cibles invisibles. Et des centaines de prisonniers bien loin du front. Tous les signes extérieurs de la puissance militaire de la coalition. Mais aucune image de combat. Les premières bombes tombent sur Bagdad le 16 janvier. Et, coïncidence extraordinaire, à 19h pile, l'heure du journal télévisé. C'était terrifiant de voir une attaque de cette ampleur et si proche. La défense antiaérienne irakienne a criblé le ciel de ses balles traçantes. Ce reportage ne vient pas du pool. Il a été filmé par les quelques journalistes qui ont risqué leur vie en restant sur place, à Bagdad. Pris par des armes de haute technologie dans un champ de bataille sans témoins.
I do not know the extent of Iraqi casualties. The bombs and missiles. Rembobinez tout. Nous allons essayer de rembobiner cette bande, les images de guerre les plus marquantes et que nous n'avons jamais vues jusqu'à ce soir. Ces images de bombes fendant l'air, les tracées lumineuses des fusées au-dessus de Bagdad lors de la nuit dernière, pendant qu'une armada menée par les USA envahissait Bagdad. C'est une chose de parler de cette scène, c'en est une autre de la voir. Cela vous donne l'idée du courage que cela demande d'être un pilote dans ce genre d'attaque. Regardons cette scène encore une fois. Rembobinez tout. Nous allons essayer de rembobiner cette... Ce que nous venons de voir est un présentateur modifiant en direct le commentaire d'un journaliste sur le terrain. Le témoin oculaire a été réduit au silence. Le reporter n'est-il donc plus digne de confiance ? Les images du bombardement étaient là. La télévision faisait ce qu'elle sait faire le mieux. Elle vous y transportait. Vous entendiez et vous voyiez par vous-même. Cette nuit-là, l'Irak tire plusieurs Scuds sur l'Israël et l'Arabie Saoudite. Sans reporter sur le terrain, comment la télévision américaine va-t-elle rendre compte de cet événement ? Voici les titres. Israël a été frappé par des tirs de missiles Scud irakiens. Au moins 3 Scud ont explosé dans le centre et autour de Tel Aviv. Il s'agirait en fait de 8 à 10 missiles qui ont touché les côtes d'Israël. Au moins l'un d'entre eux contenait ce que les officiels israéliens pensent être un gaz innervant. Ceci va fortement modifier les données de cette guerre. Nous ne savons simplement pas encore comment. Du gaz innervant, combien de temps faut-il pour que ça se disperse ? Tout dépend bien sûr de la force des vents et d'autres facteurs. Je ne pense pas qu'il y ait une façon sûre de le savoir. Martin Fletcher, revenons à vous et parlons de ce qui se passe. Des journalistes essoufflés nous font croire que c'est la guerre en direct. Des accessoires remplacent les images qu'ils n'ont pas. Vous vous piquez à la jambe et espérez ne pas mourir. Nous avons tous reçu de la part de nos chaînes des masques à gaz que vous avez déjà vus. En fait, ils brodent sur des informations non vérifiées. En l'éventualité d'une attaque chimique, nous serons équipés pour aller dans la rue et la couvrir. Il y avait quelques citoyens dans les rues d'Israël qui ont été touchés. Combien, nous ne pouvons encore le dire. Il y a un hôpital, pas loin de là, où les missiles sont tombés. Il apparaîtrait que les 8 missiles Scud, les missiles balistiques qui ont frappé Israël, n'avaient pas de charge chimique ou innervante. Elles étaient équipées de têtes conventionnelles. Il n'y a pas eu d'attaque au gaz. Beaucoup de bruit pour rien. Mais y a-t-il eu démenti ou rétractation ? Que non. Et quand les Scuds ont menacé l'Arabie Saoudite, tout a recommencé. Une explosion dans la base aérienne près d'ici. Nous disons à nos gens de partir d'ici et de se mettre à l'abri, aussi vite que possible. Charles Djeko, rangez tout et partez. Que Dieu vous garde. Nous pensons partir maintenant. Ok, les gars, on arrête et on lève le camp. Pour être tout à fait clair à ce sujet, c'est à vous de décider si vous souhaitez rendre l'antenne. Bon, ce que nous avons perdu là, c'était le satellite de la province de l'Est. Tout reposait sur la confiance accordée au présentateur. Marquons une pause et soulignons qu'il y a beaucoup d'éléments à propos de la situation en Israël dont nous ne savons que peu de choses. Nous en savons très peu. Les informations sont maintenant en direct 24 heures sur 24. Sans les correspondants de guerre, il n'y a pas d'image, pas de faits. Il faut donc inventer, dramatiser, créer du suspense. Le studio devient le nouveau théâtre des opérations, et c'est le présentateur qui raconte la guerre. Je dis souvent aux gens que la raison de vivre de tout journaliste de télé expérimenté est de vivre les situations en direct. En effet, c'est l'armée, ainsi que toutes les instances au pouvoir, qui décident quelles informations ils vont vous livrer, celles qui vont vous parvenir chez vous via le présentateur du journal télévisé. On se retrouve donc confronté à une multitude de choix de sujets possibles. Que diffuser ? Par où continuer ? Quel sujet faut-il traiter ?
En tant que présentateur, vous vous retrouvez donc là, assis ou debout, comme on le voit parfois, et vous improvisez. C'est un peu comme peindre. On peint un tableau dont on ne sait pas à quoi il ressemblera une fois fini. Ce que vous savez, c'est que vous voulez qu'il ait une signification, qu'on puisse le comprendre. Vous ne voulez pas qu'il soit perçu comme totalement abstrait. Le présentateur est donc constamment contraint de faire des choix, d'opter plutôt pour ce commentaire que pour celui-là, pour cette information plutôt qu'une autre. Ce faisant, il doit veiller à obtenir l'information lui permettant de rebondir sur ce que quelqu'un a dit au cours des 10 dernières minutes. C'est formidablement excitant. Mais je sais, pour avoir parlé à des gens qui ont reçu des transmissions satellites de tous les correspondants, qu'un filtre était appliqué, que ce qui arrivait dans les rédactions n'était pas toujours ce qui avait été émis. Et dans de nombreux cas, particulièrement ceux en rapport avec les pertes humaines en Irak, tout était filtré. Et l'audience américaine n'a jamais eu un véritable aperçu de l'horreur de cette guerre. Mais il y a des images. Voici les nouvelles du Golfe, où beaucoup d'Américains faisaient connaissance avec un nouveau vocabulaire, un lexique de termes militaires et toutes sortes d'armes. Jeff Weiser étudie une partie du matériel et son fonctionnement. Le correspondant de guerre a certes disparu, mais la télévision dispose toujours d'une source inépuisable d'images. Le Pentagone. De toute évidence, les avions A-6 sont un des atouts sur lesquels les Américains comptent. Le A-6 est un bombardier lourd, utilisé par la marine à partir de plateformes de lancement en mer et par les marines à terre. Là où la censure a échoué, la banque d'images de l'armée fait son office. La fascination des armes sert à masquer la brutalité de la guerre. Il serait lancé contre les centres de commandement irakiens, les bases aériennes, les dépôts de carburant et les entrepôts d'armes chimiques. Et voici les casernes de mes collègues à Bagdad. Voici la caserne de l'armée de l'air. Soyez attentifs, ne quittez pas des yeux l'immeuble pendant que l'avion le survole et lâche la bombe sur le bâtiment. Comme si cela ne suffisait pas, les militaires ont leur propre journal télévisé, leur présentateur, pour vendre leur image de la guerre propre et chirurgicale. Pas de sang, pas de blessés, pas de cadavres. Ce sont les armes elles-mêmes qui transmettent les images. J'ai passé la première semaine de guerre à regarder la télé, comme tout le monde. J'ai regardé les JT, où les généraux passaient maintenant chaque jour, aidés de leurs prompteurs, et où ils faisaient diffuser des enregistrements de frappes chirurgicales. Et voilà que le pont est touché, puis maintenant c'est la tour. Donc je suis à la maison. Et vous savez, si vous regardez un match de baseball et que l'arbitre se trompe, vous bondissez et vous vous dites ce n'est pas possible. Parce que j'ai vu suffisamment de guerres pour savoir qu'une guerre parfaite n'existe pas. Non, ça n'existe pas une guerre où le sang ne coule pas. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Keep your eye on the crosshairs. Right there. Look at here. Right through the crosshairs. And now in his rearview mirror. Il existe des images du camp adverse. John Alpert est l'un des seuls à filmer à Bagdad pendant les bombardements. Votre père a été blessé? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, sa jambe est cassée. Et sa main et tout son visage. L'aile, nez, tout. Et ses yeux aussi. Ils essayaient probablement de viser le pont. Vous pensez qu'ils visaient le pont? S'ils voulaient tirer sur le pont, ils l'ont raté. Ils l'ont raté pour la deuxième fois. C'était très difficile de faire des reportages en Irak, car ni Saddam ni le gouvernement des États-Unis ne nous disaient la vérité. Cela donnait une impression de conspiration étrange, les deux camps essayant de créer les mêmes fausses impressions, que la population civile n'avait pas été touchée, que personne n'avait été tué. À la fin de la semaine, on recevait des images de ce qu'on appelle maintenant les dégâts collatéraux, ou celles de quartiers de banlieue entièrement rasés, des cadavres de grands-pères, de grands-mères,
uniquement des choses qui n'avaient jamais été diffusées, dont personne ne connaissait l'existence. Et nous, on voulait rentrer avec ce genre de témoignages et les montrer au peuple américain afin qu'il n'ignore plus ce qui s'y passait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Une fusée, oui. Et c'est ici que les gens ont été tués? Oui. 14 personnes. Des bébés, des femmes, des hommes. Ce sont des éclats de bombes. Oui, oui. Docteur, est-ce que ce sont les corps de cette famille, les 2 femmes qui reposent là-bas? C'est ce qui reste de leur famille? C'est ça? Oui, oui. J'ai rapporté les bandes à NBC et à la direction de NBC. Tom Brokaw, le directeur en chef des Nouvelles du Soir, et celui du Today Show ont regardé les bandes et décidé que c'était une histoire vraiment importante. Et elle allait être le reportage d'ouverture du Journal du Soir de NBC. Et nous sommes rentrés chez nous pour le préparer. Puis, 3 heures avant que les bandes soient diffusées, j'ai reçu un appel du président de NBC News, Michael Garner, et il a dit « John, nous n'allons pas montrer vos bandes. En fait, nous n'allons plus jamais diffuser votre travail à l'antenne. Vous êtes viré et nous ne montrerons pas ces images. » Et j'ai dit « Eh bien, toutes les chaînes ont leur bureau dans le même quartier de Manhattan. Je vais appeler CBS. » Et j'ai pris l'annuaire, et j'ai appelé CBS, et j'ai parlé à leur producteur exécutif. Il a dit « Venez me montrer cette bande ». Je lui ai montré la bande, et il était étonné car personne n'avait encore vu ce genre de choses. Et il a dit « Nous allons passer la bande. Elle passera demain soir. Et laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois que ces clowns de NBC vous verront sur CBS et que vous leur refilerez un coup de pied, ils regretteront de ne pas avoir diffusé cette bande. Car c'est ce qu'il fallait faire. Je la diffuserai. Mais malheureusement, à 2 heures du matin, il a reçu un appel téléphonique et il était viré. Et cela n'a pas pris longtemps avant que la nouvelle ne se propage dans les chaînes. Il était impossible de diffuser cette bande aux États-Unis et elle ne l'a jamais été. Je pense ironiquement que nous avons souffert quelque peu aux États-Unis parce que depuis le Vietnam, nous n'avions jamais vu le vrai visage de la guerre. Tout était aseptisé. Et je pense que cela nous a permis, en tant que peuple, de ne pas savoir ce qu'était la guerre sur un champ de bataille. C'est dommage. On ne peut pas... Enfin, si, on le peut bien entendu puisque nous l'avons fait. Mais je pense qu'on ne devrait pas... On ne devrait pas dépeindre le champ de bataille comme un espace propre et non violent. Je pense que pour capter ce qu'est la violence d'une guerre, vous devez montrer un peu de cette violence. Je suis réservé sur l'utilisation de la violence dans le seul but de montrer de la violence. Mais montrer la guerre sans montrer de la violence, ce n'est pas montrer la guerre. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Les États-Unis sont accusés de crimes de guerre, mais l'affaire ne sera pas portée devant un tribunal international. Et que va nous montrer la télévision américaine ?
Tout au long de cette route, il y a des signes qui montrent que l'armée irakienne se retirait dans la panique. Plusieurs tanks ont été abandonnés pendant que les soldats prenaient la fuite vers la ville. Les journalistes se font filmer devant les rares blindés. Le commentaire ne fait aucune mention des civils, ni ne précise qu'il s'agissait de soldats en déroute. Nightmarish and macabre images line the roadway. Here lies the remains of Saddam Hussein's military disaster. Dead Iraqi soldiers killed in an air attack. On laisse aux porte-parole de l'armée le soin d'interpréter. Ils étaient totalement incompétents. Mais c'était aussi des voleurs et des meurtriers. Mais ces images vont mettre fin à la guerre. De telles images de massacres peuvent faire basculer l'opinion publique contre la guerre et briser le mythe d'une guerre propre et chirurgicale. Président Bush et ses généraux le savent. Les images sont diffusées le 27 février. Le 28, Bush déclare un cessez-le-feu unilatéral. La fin de la guerre fait les unes du monde entier. On n'avait pas vu de soldats dans cette guerre. D'où sortaient donc toutes ces troupes? L'opération Welcome Home tente de donner une dimension humaine à la guerre. Mais c'est déjà trop tard pour George Herbert Walker Bush. C'est un jour de fierté pour l'Amérique et, Dieu nous garde, nous avons surmonté le syndrome du Vietnam une bonne fois pour toutes. Un grand, grand merci. Bush a gagné la guerre, mais une guerre sans images et sans héros. Il perd les élections 9 mois plus tard. La prochaine fois, on s'en souviendra. Cela ressemble à la guerre, mais ce ne sont pas des soldats. Ce sont des journalistes qui s'entraînent. Nom de code du nouveau concept du Pentagone, les journalistes embarqués. Voilà comment ça marche. Les journalistes doivent d'abord signer un contrat avec l'armée qui précise les règles qu'ils devront respecter. L'armée leur assigne une unité, ils n'ont pas le choix. S'ils quittent cette unité, ils ne peuvent pas la réintégrer. Ils ne pourront montrer la guerre que d'un seul point de vue, militaire et américain. Avec ce contrat, les journalistes sont vraiment incorporés. Le procédé d'incorporation des journalistes résultait à la fois de la pression des médias pour avoir un plus large accès à l'information et de l'insatisfaction des responsables politiques quant aux retombées de la guerre du Golfe. Rappelez-vous que lors de la campagne présidentielle qui a suivi, George Bush père n'avait aucune grande victoire à montrer au peuple américain, car il n'y avait eu aucun reportage de guerre. Et finalement, c'était clairement la décision du Pentagone de donner plus de liberté aux journalistes et caméramens, tout en les gardant sous leur contrôle. Une fois que vous êtes dépendant, pour tout en étant contrôlé, une fois que vous êtes incorporé, vous êtes en quelque sorte enchaîné. Et en même temps, ils vous disent « Mettez vos caméras sur nos tanks. Nous allons vous permettre d'obtenir des images que vous n'auriez jamais eues sans nous. » Et ils ont raison. Cette fois, grâce aux journalistes embarqués et aux nouvelles technologies, le Pentagone voulait mieux faire. La télévision aussi. Après la guerre du Golfe, voici la guerre d'Irak. On World News Tonight, Saddam Hussein War with Iraq when it matters most. Go into Iraq even if they did. Les animations sont meilleures, la musique est meilleure, la guerre télévisée se branche sur l'univers de la réalité virtuelle. With the Marines, Jim Axelrod with the 3rd Infantry Division, Mark Strassman with the 101st Airborne, Cynthia Bowers on the carrier Abraham Lincoln. La guerre du Golfe s'était déroulée en direct, mais sans images. La guerre d'Irak aurait droit à toutes les images. War coverage from the front lines. Experience CBS News. Mais pour ce qui est du contenu, la télévision, c'est avant tout des images, pas tant des idées. Et à vous autres, nous allons vous en donner des images.
Nous allons vous montrer les tempêtes de sable, les bombes intelligentes. Nous allons tout vous montrer, sauf la méga-bombe. Et le sang coulera, et l'adrénaline grimpera. Des images, des images, des images. Et voilà dans quel piège est tombée la télévision. Est-ce que cette explosion d'images a redonné aux reporters de guerre le rôle central qui fut le leur au Vietnam? Mais c'est quand même un long train, ou si vous voulez, un long convoi, des milliers de véhicules. L'armée dit que nous devons à présent nous éloigner d'ici, car il y a des risques de tirs de mortiers irakiens. Ils ne sont pas très loin et défendent les abords sud de Bassora. Cela fait maintenant 4 jours qu'ils essuient des tirs provenant de ce groupe d'immeubles que vous apercevez à travers le brouillard. Avant, c'était un hôpital, c'est à présent devenu un poste de commandement irakien. Je pense qu'on a demandé aux reporters d'être des canaux, vous voyez, d'expliquer ce qui se passe au moment même où ça se passe. On a eu environ 20 explosions en direct durant les 10 dernières minutes. En voici une autre. Les gars dans cette guerre n'avaient pas le temps de réfléchir, de passer des coups de fil, de vérifier leurs informations. Le présentateur lui donnait la parole et disait « Que se passe-t-il ?» et il racontait ce qui se passait. Vous n'entendiez jamais aucun de ses correspondants dire « Je ne suis pas prêt, Charlie, reviens dans 10 minutes. » Un gars comme ça ne ferait pas long feu à la télé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils prennent le contrôle d'un ancien poste irakien et ils tirent sur ce qu'ils croient être des positions ennemies au loin. En fait, je doutais que les journalistes incorporés puissent vraiment voir de l'action, mais j'avais tort. Et je pense que beaucoup de gens qui étaient incorporés ont effectivement vu de l'action. Mais s'il y avait des centaines de reporters incorporés avec les troupes américaines, aucun n'était incorporé avec une famille irakienne. Come out! Come out! Out here in the yard, out here in the yard. Keep going, keep going, keep going, keep going. Hey, stop, sir. Yeah, clear the house now. No one there. No one in there? No one. Just... And so we saw... Et donc, on voyait ce qui se passait à l'endroit d'où partaient les tirs, mais on ne voyait pas souvent ce qui se passait là où ils tombaient. Et voilà l'un des grands vides dans la couverture de cette guerre. La véritable horreur de ce qui se passait quand les bombes et les balles frappaient leurs cibles. Je pense que ce n'était pas représenté de manière appropriée. Mais de nouvelles images ont fait leur apparition. Celle d'Al Jazeera. Un point de vue arabe sur la guerre et ses conséquences qui vient modifier la donne sur le champ de bataille médiatique. Des images que le Pentagone ne peut contrôler, qui montrent de nouveau des ruines et des cadavres. Ce sont ces images, transmises dans le monde entier, qui ont obligé la télévision américaine à reconnaître les centaines de milliers de victimes civiles irakiennes. Et comment la télé américaine a-t-elle parlé des victimes ? Enfin, en ce qui concerne les victimes, il n'y a aucun doute sur la présence de blessés ou de morts. Pour l'instant, nous ne savons pas qui ils sont. Mais le fait de voir ou de ne pas voir les victimes est un facteur important quant à la perception que les gens ont de la guerre. La télévision arabe Al Jazeera a montré des gens qui étaient légèrement blessés. Leurs correspondants rapportent que ceux qui ont été blessés, et aussi les hommes qui ont été tués, l'ont été à l'extérieur de la ville. Ils ressemblent à des civils, mais ce sont peut-être des soldats. Nous ne pouvons pas le savoir. En mettant en doute la véracité des images venues des télés arabes. La mort et l'information, réalité de la guerre. On présume que c'est un impact causé par un avion américain. L'image montre bien qu'il s'agit de civils, mais le son a été coupé. Les cris et les pleurs sont remplacés par le commentaire.
Les corps restent anonymes, lointains, pour empêcher la compassion. Et pour les morts américains, la télévision n'a pas fait mieux. La guerre contre l'Irak se poursuit et ce dimanche passé en zone de guerre a été interminable. 99 Américains ont été tués jusqu'à présent. Même avec 500 reporters sur le terrain, les pertes américaines sont réduites à de simples chiffres affichés en arrière-plan. Plus de dépouilles d'Américains tués pendant la guerre sont rentrés au pays. Le Pentagone rapporte qu'au moins 25 Américains ont été tués pendant les attaques et au moins 40 autres... Une cible, un drapeau et un chiffre pour faire le bilan. Il y a aussi des images macabres de soldats morts. Des soldats vivants pour évoquer ceux qui sont morts. Et quand la télévision décide de montrer ces photos déjà diffusées sur Internet, le gouvernement fait un scandale. Une respectueuse photo de cercueil était devenue antipatriotique. La télévision prend la décision de ne plus jamais en diffuser. Le reportage de guerre, né au Vietnam, avait bel et bien disparu. Cela avait pris 30 ans et 7 guerres. Mais le Pentagone avait gagné. Quelle est la fonction véritable de ces 20 000 heures d'images ? Occulter les vraies questions sur les raisons et les conséquences de cette guerre, ou bien créer la mémoire visuelle de notre histoire ? Comment couvrir une guerre sans vraiment la montrer ? En créant des images inoubliables de la puissance américaine, comme la chute de la statue du tyran. C'était véritablement un moment historique et symbolique. La statue d'un homme responsable de plus de 20 années de tyrannie démantelée dans le centre de Bagdad. Des Irakiens ont essayé de renverser la statue tout seuls, mais les Marines américains leur ont tout de suite prêté main forte. Il y avait de la joie et de la colère aujourd'hui. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif : promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place. Et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande ? Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur ? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé ? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain, un plan avec le drapeau irakien pour le reste du monde. Au JT, le montage de plans serrés donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. Mais à y regarder de plus près, on voit surtout des soldats et des journalistes. L'image est fabriquée, mise en scène par les militaires, mais remarquablement efficace. Aussi efficace que la vidéo qui montre Bush annonçant la fin de la guerre. Les services de communication de la Maison-Blanche ont choisi de montrer le commandant en chef en costume de pilote de chasse, souriant et proche de ses hommes. C'était nouveau. Jamais un président américain en fonction ne s'était ainsi allé à porter l'uniforme. Avant, la fin d'une guerre était chose sérieuse.
Mais aujourd'hui, la télévision a besoin de faire de chaque événement un spectacle. Et même le commandant en chef doit y tenir son rôle. Les images de guerre sont contrôlées par les militaires et les politiques. Le travail de la télévision est de les transformer en un récit mythique. Souvenons-nous par exemple du soldat Jessica Lynch, 19 ans, capturé lors d'une embuscade et sauvé par les forces spéciales américaines. C'est là que tout commence. Je vais répondre à vos questions. Tom? Nous avons constaté que vous n'avez fait aucune mention du sauvetage de Jessica Lynch et de cette opération spéciale. Nous savons qu'un enregistrement a été fait par la caméra de l'équipe de combat. Pouvez-vous nous montrer cette vidéo? Nous avions en effet un caméraman avec les forces d'assaut. Et nous vous montrerons l'extrait qui concerne le sauvetage du soldat Lynch. Nous avons cette cassette? Bien entendu, la cassette est déjà calée dans le magnétoscope et le commentaire écrit. Nous avons réussi l'opération la nuit dernière et avons pu récupérer le soldat Jessica Lynch, que nous avons éloigné de la zone de danger. Cette vidéo, réalisée par l'armée, est le seul document sur le sauvetage du soldat Lynch. Le scénario de cette histoire va tenir l'Amérique en haleine pendant 7 mois. Le soir même sur ABC. Extraction réglementaire, ce qui implique que des rangers de l'armée sécurisent le périmètre du complexe hospitalier, puis la marine donne l'assaut. L'histoire continue avec une animation en 3 dimensions de sources non identifiées. À la même heure sur CBS. Irakien avec une équipe paramilitaire où Lynch avait été contrainte de séjourner pendant 10 longues journées. Nous venons tout juste d'arriver à l'hôpital Saddam. C'est ici qu'elle gisait avec 2 jambes et un bras cassés et de multiples plaies par balle. Elle était soignée non pas par un médecin mais par un pharmacien irakien. Cette fois, il est question de blessures graves et de médecins incompétents. Source non identifiée. Le Pentagone dit qu'elle est la première prisonnière de guerre américaine à être secourue en territoire hostile depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après le gros titre du Washington Post, elle luttait avec acharnement. Dans cette manchette, le soldat Lynch est comparé à une sorte de Rambo. Quelle en est la source? Les fonctionnaires américains. Le 12 avril, Jessica Lynch est devenue une héroïne, une star des médias. 600 articles lui ont été consacrés. Les télés se battent pour l'interviewer. On lui offre d'animer un show. Son agent négocie l'édition d'un livre pour $1 million. NBC prépare un téléfilm, Sauver le soldat Lynch. C'est très important. C'est très important pour nous en tant qu'Américains de ramener nos soldats. Mais le plus important, c'est de ramener quelqu'un comme le soldat de première classe Lynch, qui risquait sa vie sur le champ de bataille. 1 mois plus tard, des journalistes se rendent à l'hôpital Saddam sans escorte militaire. Leur enquête donne une toute autre version des faits. ABC, le 7 mai. Le soldat Lynch n'avait pas été blessé par balle lors d'un affrontement comme les précédents rapports le mentionnaient. Ses médecins disent qu'elle s'est cassé la jambe lorsque son camion s'est retourné. Un chirurgien orthopédique qui devait lui soigner la jambe le lendemain matin dit que des soldats américains ont fait irruption dans la salle d'opération et lui ont mis une arme sur la tempe. Nous avons commencé à crier « Nous sommes des médecins, ne tirez pas !» L'équipe médicale dit qu'il n'y avait aucune troupe irakienne sur place lorsque les Américains ont fait irruption. Ils étaient tous partis le matin du sauvetage. Les soldats ont défoncé la porte de la salle de soins intensifs au lieu de demander tout simplement où elle se trouvait. Le soldat Lynch doit encore donner sa propre version de sa captivité et de son sauvetage. Elle est actuellement en isolement à l'hôpital militaire Walter Reed, où elle serait atteinte d'amnésie. Le 17 juin, c'est le Washington Post qui corrige la version initiale de l'histoire, mais rien n'y fait. Jessica est devenue un mythe. Le 21 juin, le soldat Lynch est décoré pour sa bravoure. Je vous remercie de votre présence. C'est génial d'être à la maison. Elle a l'air si jeune. Elle a tout juste 20 ans. Mais Jessica Lynch ramène chez elle l'expérience d'un périple long et pénible. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont espéré et prié pour que je revienne saine et sauve. 1 mois plus tard, elle quitte l'armée pour commencer une autre carrière, dans les médias. Le 9 novembre, NBC diffuse son téléfilm. C'est un sujet sérieux, il n'y a donc exceptionnellement aucune coupure publicitaire. Mission incroyable mais vraie, titre la presse.
Le 11 novembre, jour de l'armistice, son livre est publié. Beaucoup d'Américains portent Mademoiselle Lynch dans leur cœur. Elle a fait sa première interview télévisée avec... C'est ABC qui obtient sa première interview exclusive. Tirons cela au clair. Avez-vous utilisé votre arme pour tirer sur des Irakiens et les tuer? Non. Non. Mon arme s'est enrayée, je n'ai pas tiré. Jessica peut bien avouer que l'histoire était fausse. Ça n'a aucune importance. C'est trop tard. Le scénario écrit par le Pentagone était trop parfait. C'est celui qu'on retiendra. Ces histoires, comme celle du soldat Lynch, ont été écrites à l'avance, préfabriquées par des scénaristes de l'armée. Est-ce si surprenant? Non. Parce que chaque détail de l'invasion a été simulé sous forme de jeux interactifs. Dès 1999, l'armée constitue une équipe de producteurs, scénaristes et techniciens venus d'Hollywood pour développer des simulations virtuelles. Enemy spotted! Down! Chaque soldat américain ayant combattu en Irak a suivi un entraînement préalable à partir de ces jeux vidéo. Pour les stratèges militaires, la guerre au XXIe siècle sera rapide, virtuelle, contrôlable. Les entraînements peuvent bien se faire dans un espace virtuel. La guerre elle-même est virtuelle, faite au travers d'écrans de télévision et de jeux vidéo. Et le corps n'est plus qu'une simple icône. Mais ceci n'est pas un jeu, même si cela y ressemble. La caméra est dans les lunettes thermiques d'un canon de 30 mm qui arme un hélicoptère de combat. Ces hommes qui courent sont bien réels. Ils sont à 4 km de distance. Ils ne peuvent voir ni entendre l'hélicoptère. Ils sont déjà morts, mais ne le savent pas encore. Go to the right, see if anybody's moved by the truck. Take the trucks out. Is there anybody in the truck? Wait for movement. Not seeing any. Go ahead and store that, auto range store. There's another guy underneath, move right there. Go ahead, firing, hit it. Ce film est fait par l'armée, pour l'armée. Target 4. We're gonna take the other truck out. Roger. Wait for movement by the truck. Il n'y a ni témoin, ni journaliste, ni aucun survivant. Roger, he's wounded. Hit him. Roger, hit the truck. Hit the truck in him. Go forward of it and hit him. Roger. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La guerre et ses images sont déjà contrôlées par les militaires et leurs armes de destruction. Et demain? Un nouveau soldat se crée, mi-homme, mi-robot. La fascination des militaires pour la technologie rejoint la science-fiction hollywoodienne. Ce soldat restera invisible à l'ennemi. À nous aussi. Le correspondant de guerre n'a plus sa place sur ce champ de bataille. Mais qui nous aidera alors à percevoir et à comprendre les conséquences des guerres qui sont à venir? Quand l'image de la guerre est instrumentalisée par les militaires, comment reconnaître la manipulation? S'il existe encore demain, comment le journaliste de guerre pourra-t-il nous éclairer? Ceci ressemble à un robot, mais ça n'en est pas un. C'est le reporter de guerre de demain. Inventé par l'Institut de technologie du Massachusetts. Il est contrôlé par satellite, il est aimable et peut être sacrifié. Sommes-nous prêts à renoncer à notre place sur le champ de bataille?
aux témoins directs et indépendants face à la guerre. Bonjour, excusez-moi monsieur, que penseriez-vous si le reportage de guerre était fait par des robots? Eh bien, tant que l'information est objective et complète, il n'y a pas de problème. Merci. Nous nous sommes habitués à accepter l'éventualité de la mort d'un reporter de guerre, mais c'est devenu bien réel. 37 journalistes ont été tués ou ont disparu en Irak, 27 ont été enlevés et certains sont toujours retenus en otage. Les correspondants de guerre sont plus que jamais menacés. Qui nous montrera le vrai visage de la guerre à la télévision ? Il y a 30 ans, le Pentagone s'était juré que jamais plus l'image de guerre n'échapperait à son contrôle. Que jamais plus la télévision ne soulèverait les questions tant politiques que morales